Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition des Engage Calls. On est ravis de vous accueillir et d'accueillir François Gemène. Bienvenue François. Bonsoir, merci. Alors, les Engage Calls, c'est quoi? C'est un moment pour essayer de comprendre ce qui se passe, nous interroger sur ce que nous vivons aujourd'hui individuellement et collectivement. C'est aussi un moment pour penser l'après en envisageant cette crise, évidemment longue, traumatisante pour beaucoup d'entre nous, mais comme un temps de réinvention aussi et de renaissance. Donc, on va essayer de conduire un dialogue délicat entre l'immédiat et puis le moyen et le plus long terme. Alors, juste pour rappeler, on accueillera la semaine prochaine Virginie Resson, qui est le 28 avril, donc qui est prospectiviste et présidente du LEPAC. Et puis ensuite Fabrice Bonifay, le 5 mai, qui est directeur du développement durable de Bouygues et président du C3D. Et enfin, le troisième, Gilles Boeuf, le 12 mai. Ça continuera après, mais le 12 mai sera Gilles Boeuf, qui est enfin président du Muséum national d'histoire naturelle et qui nous parlera de notre belle et meurtrie biodiversité. Voilà, quelques précisions rapidement. Pour accompagner l'intervention de François Gemène ce soir, nous proposerons de poursuivre pour mieux comprendre et mieux agir encore avec une fresque du climat online le 7 mai à 17h. On nous vous enverra le lien dans le replay. Et puis, nous répondrons également à toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre avec François dans la deuxième partie de l'émission. On vous traitera ces questions en vous envoyant les réponses dans un mail avec le replay. Et le format va un peu changer la semaine prochaine puisque nous vous proposerons de nous envoyer vos questions en amont et donc de co-construire l'interview avec nous. Et puis à l'issue de l'émission, la semaine prochaine, il y aura un temps d'intelligence collective online pour partager ces expériences, des idées ensemble et commencer à construire des premières pistes de solutions. Voilà, quelques règles du jeu et après Donc, je je suis m'arrête le pour dernier commencer malheureux qui l'interview. n'aura pas l'occasion de tester le nouveau format de l'émission, si je comprends bien. Et mais enfin, bon, c'est grâce à toi qu'on arrive vers ce nouveau format, François. Alors, durant la première demi-heure, je t'interviewerai, François, mais vous pouvez dès à présent nous communiquer vos questions et remarques en participant au chat qui s'inscrit au milieu de votre écran. Et puis, j'essaierai d'intégrer ces questions et remarques à la discussion. Et puis, durant la deuxième demi-heure, la parole sera à vous et vous pourrez poser directement vos questions à François. C'est simple, il vous suffit de lever la main sur la petite icône et puis Laura en coulisses vous ouvrira le micro. Voilà. Et puis, si vous avez des questions techniques, vous les partagez sur le chat aussi. Voilà, donc bienvenue à toi François. Tu es expert sur la question du climat et des migrations. Tu diriges notamment le Hugo Observatory de l'Université de Liège. Pardon, je parle vite. Le domaine du développement durable aux presses de Sciences Po. Tu es impliqué à l'IRIS, qui nous fait l'honneur d'intervenir à Langage University. Voilà, la liste serait longue, évidemment. Aujourd'hui, on va parler climat, on va parler souveraineté, migration, nouvelles frontières, et puis la façon dont nous pouvons aussi, nous, personnellement, peut-être réfléchir les choses aujourd'hui. Alors, première question pour toi, François, comment tu te sens aujourd'hui? Je dirais que je me sens avant tout inquiet. Inquiet d'abord parce que je réalise que je devrais encore attendre plusieurs semaines avant de passer chez le coiffeur. Euh, et puis plus fondamentalement, inquiet pour ce monde d'après et pour cette sortie du confinement. Inquiet des conséquences économiques du confinement, Mmh. inquiet du chômage que ça va induire chez les jeunes et donc inquiet de l'avenir que nous sommes en train de réserver aux jeunes qui seront à la fois les principales victimes des impacts du changement climatique, mais qui seront aussi malheureusement victimes de la crise économique que nous sommes en train de déclencher pour le moment. Et donc, il y a une sorte de double peine pour cette génération qui, moi, m'inquiète beaucoup et qui évidemment, m'attriste pour eux. Inquiet aussi de voir que chaque jour supplémentaire passé en confinement est l'occasion d'une offensive à grande échelle contre l'édifice de protection de l'environnement qu'on avait peu à peu construit, et Mmh. inquiet aussi de voir que pour le moment, les plans de relance de l'économie semblent se diriger vers l'économie d'avant plutôt que vers l'économie d'après. Et donc, autant on sent qu'il y a une grande aspiration dans la société à construire, à imaginer un monde d'après, c'est le rôle C'est quand même notamment l'ambition, ouais. Ouais, des ouais. Engage Calls. Euh, Autant je vois beaucoup de signaux qui non seulement nous ramènent vers le monde d'avant, ce qui serait encore un moindre mal, mais surtout qui nous ramènent 15 ou 20 ans en arrière.
D'accord. Quand tu parlais notamment des mauvais signaux, tu parles par exemple du plan de 20 milliards qui doit passer au Sénat ce soir et qui Par malheureusement exemple, n'a aucune conditionnement sur les aides apportées. qui d'une part ne porte aucune conditionnalité sur les aides apportées et qui surtout, dirais-je, n'a pas du tout été débattu, discuté démocratiquement. C'est-à-dire que voilà une pièce, et une grosse pièce, 20 milliards quand même, qu'on remet dans la machine d'avant, sans qu'il y ait eu la possibilité d'avoir le moindre débat, ni au Parlement, ni dans la société, dans son ensemble. Je comprends parfaitement qu'il faille sauver certaines entreprises de la faillite. Je ne voudrais certainement pas qu'on laisse tomber tous ces travailleurs qui craignent de perdre leur emploi, de ne pas le retrouver à la sortie du confinement. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une vraie réflexion et d'une vraie discussion sur ce que l'on va faire de ces plans de relance, sur comment on va pouvoir réorganiser l'économie à la suite. Il ne faut pas oublier que les gouvernements vont, avec ces plans, disposer d'un instrument massif de planification de l'économie. Ça fait des années et des années que les gouvernements se plaignent que quelque part, de n'avoir plus aucune prise sur l'économie, comme si la mondialisation leur avait quelque part volé cette prérogative. Voilà qu'ils vont à nouveau retrouver un instrument formidablement puissant de planification de l'économie. La question, c'est est-ce qu'ils vont l'utiliser à bon escient ou est-ce qu'ils vont au contraire, dans l'urgence et la précipitation, simplement prolonger un peu ce qu'il y avait avant plutôt qu'inventer l'après. Qu'est-ce que cette crise te donne comme, qu'est-ce qu'elle change, qu'est-ce qu'elle te donne comme indicateur sur le monde tel qu'il est aujourd'hui? Euh, Je dirais la leçon ou l'indication sans doute la plus puissante de cette crise, c'est que nous sommes d'abord capables de prendre des mesures radicales, Mmh, relativement urgentes et surtout extraordinairement coûteuses pour préserver des vies. Euh, Nous sommes en train de provoquer une crise économique sans précédent mmh. pour préserver les vies des plus âgés et des plus fragiles dans la société. On peut considérer que cela est relativement remarquable en termes de démonstration de solidarité au sein d'une société, même si, comme je le disais, et même si ça peut paraître un peu choquant, je crains un peu qu'on ne sacrifie la jeune génération pour quelque part préserver l'ancienne génération au propre et au figuré. Euh, et donc, il y a malgré tout la démonstration que nous sommes capables d'agir rapidement et radicalement, quoi qu'on ait pu en dire par le passé, lorsqu'on a l'impression qu'on est confronté à un danger imminent. Et ça, Mmh. c'est quand même une leçon importante. Et Sur l'autre le leçon climat, ouais. importante, Mmh, mmh. c'est que nous sommes capables de faire preuve d'une solidarité malgré tout assez remarquable. Le confinement, même si j'entends bien que certains ne le respectent qu'à moitié, le confinement reste quand même assez bien respecté dans la population. Ce sont des mesures qui sont relativement bien acceptées par la population. Il n'y a pas eu de rébellion massive Ouais, absolument. contre le confinement. Et donc, nous sommes capables, malgré tout, de faire preuve de gestes de solidarité assez exceptionnels. La grande question maintenant, c'est de savoir si nous serons capables de déployer cette solidarité au-delà de nos frontières nationales. Le paradoxe de cette crise, c'est que c'est une crise mondiale qui est gérée par une myriade de réponses nationales extrêmement différentes les unes des autres, avec des bilans très très différents selon les pays, des mesures de protection très très différentes selon les pays, et donc une logique de fermeture des frontières et aussi de repli national et parfois nationaliste. On va y venir là sur la question des frontières. Je voudrais que, il y avait une question qui était intéressante, c'est qu'est-ce que tu entends par grand plan, et par qui me posait cette question, c'est quoi l'instrument de planification pour, poser la question très simplement? C'est tout simplement les milliards que D'accord, les OK. gouvernements vont réinjecter dans l'économie. En quelque sorte, Mmh. ils vont D'accord. pouvoir décider quelque part de sauver ou pas certaines entreprises. Ils vont pouvoir décider de nationaliser ou pas certaines entreprises. Ils vont pouvoir potentiellement d'augmenter considérablement leur participation dans le capital de certaines entreprises, puisque les cours de bourse sont au plus bas et le resteront encore sans doute pour quelques semaines. Et Ouais. donc, l'État planificateur, en quelque sorte, fait son grand retour, alors que ça fait des années que quelque part, on avait accepté cette célèbre phrase de Lionel Jospin qui visitait une entreprise, une chaîne de montage de voitures qui délocalisait et qui disait face aux syndicats, qui lui disait il faut absolument que vous interveniez, que vous fassiez quelque chose. Et il Mmh. leur répondait benoîtement l'État ne peut pas tout. On avait quelque Ouais, part absolument. accepté Mmh. cette idée que l'État ne pouvait pas tout
face aux forces économiques, là, à nouveau, l'État va se retrouver démiurge. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire de ce super pouvoir dont il va hériter. D'accord. Du coup, ça veut dire que on en a discuté la semaine dernière. Quand tu parles de dépasser les frontières des États, on parle évidemment, on pense à l'Europe notamment et au Green New Deal. Dont tous les États, loin s'en faut, ne l'ont pas voté alors qu'ils avaient décidé de l'accepter. Qu'en est-il aujourd'hui et est-ce que tu sens que cette situation peut progresser? Je considère d'abord que ce Green New Deal, c'est la chance formidable que nous avons en Europe. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gouvernements sont un peu pris au dépourvu face à la crise. En quelque sorte, on voit bien qu'il y a eu un défaut d'anticipation manifeste. On avait des réserves stratégiques de pétrole, mais on n'avait pas de réserves stratégiques de masques, ni suffisamment de réactifs pour les tests. Euh, et donc, beaucoup de gouvernements se trouvent aujourd'hui en défaut d'anticipation. Et ils Mmh. risquent de se trouver en défaut d'anticipation aussi pour la reprise. C'est ce qu'on a vu avec les 20 milliards d'euros votés au Parlement. On les vote un peu dans l'urgence parce qu'on n'a pas d'autre plan sous la main. Là, avec le Green New Deal, nous avions la chance d'avoir un plan dans les cartons qui, de surcroît, avait été adopté par l'ensemble des pays membres et qui était même la proposition phare de la nouvelle Commission et qui est, à Mmh. mon sens, exactement le plan dont nous aurions besoin au sortir de la crise. Et quelque part, la crise lui donne une légitimité nouvelle, une pertinence nouvelle et est une raison de plus pour l'étendre et l'amplifier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce plan fait l'objet d'attaques et de critiques d'un très grand nombre de gouvernements européens, à la fois en Europe centrale et en Europe de l'Est. On a entendu la Tchéquie, la Pologne, mais également des pays comme la Belgique, désormais, n'y sont plus favorables. La Pologne qui bizarrement a conditionné son soutien aux Oui, entreprises tout à fait. quand même, ce Comme que le nous on n'a pas nôtre, réussi à faire, donc tout à fait. compliqué. Ouais, ouais. Et, Pardon. et ce plan qui avait été adopté et voté avant la crise, aujourd'hui est remis en cause au point qu'il y a aujourd'hui une dizaine de gouvernements qui font une lettre ouverte à la Commission pour demander qu'on mette en œuvre le plan après la crise. Et on se dit, mais enfin, dans quel monde va-t-on? Parce que si une dizaine de gouvernements soutiennent ouvertement le plan, ça veut dire qu'il y en a aussi une dizaine d'autres qui sont contre et donc qui remettent en cause quelque chose qui avait été voté avant la crise. Et donc, effectivement, je crois que ce Green New Deal peut quelque part être véritablement une refondation du projet européen et quelque part peut montrer que l'Europe reste malgré tout au rendez-vous. Il y a une institution qui sort très très affaiblie de cette crise, outre l'Organisation mondiale de la santé, ce sont les institutions européennes. On a aujourd'hui 52% des Italiens qui sont favorables à une sortie de l'Union européenne et donc beaucoup de pays ont le sentiment d'avoir été lâchés. Les frontières européennes ont été fermées entre de nombreux pays et on a vu des disputes sordides sur des tarmacs d'aéroports pour des cargaisons de masques entre pays européens. Euh, Mm. et donc, on voit bien qu'il y a véritablement danger et péril en la demeure pour l'Europe. Et à mon sens, effectivement, ce Green New Deal est exactement ce dont l'Europe a besoin après la crise. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire et l'orienter vers le climat et les migrations, il y a une bonne nouvelle, ce que tu viens d'exprimer, c'est qu'on est capable de solidarité. Et ça, on s'en doutait pas forcément. Et pour sauver, enfin, ce qui, essentiellement le climat et lutter contre son dérèglement et le réchauffement climatique, il faut nécessairement faire preuve de solidarité pour les prochaines générations, pour des gens qui habitent très très loin de chez nous. Donc, on pourrait aussi dire eh bien, finalement, cette crise révèle que l'homme est capable du meilleur et c'est là-dessus qu'on va pouvoir bâtir. Absolument. Je pense que s'il y a vraiment une leçon, enfin, j'en ai identifié deux, notre possibilité d'agir radicalement et urgemment, et la Mm. possibilité de développer au sein de nos sociétés des mécanismes de solidarité que peut-être on ne soupçonnait pas. Ouais, je suis d'accord. Mm. Euh, le grand défi maintenant, en ce qui concerne le changement climatique, mais aussi en ce qui concerne la migration, ça va être de voir comment nous pouvons nous appuyer sur cette solidarité qui se manifeste tous les jours pour la déployer au-delà de nos frontières. En d'autres termes, comment est-ce que nous pouvons avoir une sorte de solidarité transnationale? Parce que les plus vulnérables au Covid, les plus fragiles, sont les personnes âgées, les personnes avec des difficultés respiratoires au sein de nos sociétés. Les personnes les plus vulnérables aux effets du changement climatique, elles se trouveront au-delà de nos frontières géographiques et de nos frontières générationnelles. Et donc, comment est-ce qu'on peut déployer cette solidarité quelque part pour des gens qui ne sont pas autour de nous, que nous ne connaissons pas?
Et Hmm. le paradoxe de cette crise, c'est que les gestes barrières qui nous sont imposés pour nous protéger du coronavirus, c'est-à-dire de nous claquemurer chez nous, de nous confiner, de suspendre les échanges, de fermer les frontières même, eh bien, ce sont exactement les mesures contraires de celles qu'il nous faudra mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. On peut débattre de l'utilité de la fermeture des frontières pour limiter la propagation du virus. Plusieurs études médicales ont tendance à dire que la fermeture des frontières a été tout à fait inutile pour freiner la propagation du virus. Mais il est certain que pour le changement climatique, la fermeture des frontières, ça n'arrêtera pas les émissions de gaz à effet de serre, ça n'arrêtera pas non plus les impacts du changement climatique. D'accord. Évidemment, quand on pense à la question du climat et te connaissant, on pense à la notion des frontières. Il y a eu quand même une nouvelle qui n'est pas surprenante peut-être, mais qui est marquante aujourd'hui et qui signifie peut-être la difficulté à bâtir ce monde que l'on attend demain. C'est la décision de Trump de fermer les frontières presque très hermétiquement jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que ça indique, ça? Et est-ce que ça va se généraliser? Ou comment on fait aussi pour ne pas que ça se généralise? Comment lutter contre ça? Ça fait plusieurs années, je dirais, qu'on voit un phénomène de fermeture des frontières de plus en plus marqué. Et je dirais, quand je dis quelques années, ça fait facilement 20 ou 25 ans. En gros, depuis qu'on a ouvert les frontières à l'intérieur du continent européen, on a également fermé les frontières extérieures. Ce qui est nouveau ici avec les fermetures des frontières qu'on a vues liées au coronavirus, c'est que ces fermetures de frontières imposent aux Européens des restrictions considérables de leur mobilité. Mm. Euh, C'est-à-dire que les Européens se trouvent pour la première fois dans une situation qu'ils ne connaissaient absolument pas, c'est la situation d'indésirables, la situation de ne pas être les bienvenus. Euh, Ils étaient interdits de séjour aux États-Unis, Mm. placés en quarantaine en Australie, persona non grata en Chine, expulsés de Tunisie ou de Mauritanie, ce sont deux pays africains qui ont expulsé des ressortissants italiens. Et donc les Européens qui étaient arrivés, qui étaient habitués à pouvoir voyager dans plus de 150 pays et territoires du monde sans jamais devoir demander l'autorisation préalable, qui en quelque sorte se considéraient partout chez eux, et bien là, d'un coup, se retrouvent confrontés aux mêmes restrictions de mobilité que ceux qu'ils imposaient depuis des années à ceux qui n'avaient pas eu la chance de naître sur la rive nord de la Méditerranée. Et donc là, c'est une situation tout à fait nouvelle, y compris d'ailleurs lorsqu'ils voyageaient à l'intérieur de leurs frontières. On sait qu'il y a plus d'1,5 million franciliens qui, à l'annonce du confinement, ont quitté la région parisienne pour aller à la campagne. Et on voit très bien qu'eux aussi ont été accusés d'apporter le virus dans les campagnes, d'être irresponsables, etc. Et c'est-à-dire qu'on les a accusés finalement des mêmes tares que celles dont on Mm. accusait généralement les migrants. Et donc, il y a une sorte de renversement de perspective qui est complètement nouvelle. On Ouais. verra si ça dure et ce qu'il en sera, mais en tout cas, je crois qu'il sera très, très difficile, je dirais, de tenir encore ce discours qu'on tenait volontiers avant la crise, en disant pourquoi est-ce que ces migrants ne restent-ils pas chez eux pour se battre, pour contribuer au développement de leur pays, etc. Si manifestement, non seulement le virus, mais aussi le confinement a provoqué un tel exode massif Mm. à travers le monde entier, je pense que davantage de personnes seront enclines, à mon avis, à comprendre la situation des migrants et à comprendre ce qui les pousse à quitter leur pays. Est-ce que ça veut dire, quelque part, si les frontières se referment et si le monde est moins mondialisé, en fait, que, comme dirait Latour, il faut atterrir quelque part et que la solution est dans la création de, je ne sais pas comment les appeler, communautés territoriales? C'est ça l'échelle pour réinventer? La grande difficulté, je dirais, ça va être de, quelque part, réinvestir l'échelon local sans se fermer. Mm. Euh, on sent qu'il va y avoir un besoin très fort de relocalisation d'un certain nombre de circuits industriels, d'un certain nombre de circuits de production alimentaire, et aussi, pas seulement économiquement, mais aussi politiquement. On sent qu'il va y avoir un besoin de plus en plus fort de décentralisation. On sent qu'il y a quelque part euh, une sorte d'absurdité, au fond, à imposer un confinement total à l'Aquitaine qui n'a que très très peu de cas, alors Mm. que ce confinement est davantage justifié dans le Grand Est ou en région parisienne ou en Seine-Saint-Denis. On voit très bien qu'il y a des disparités très importantes sur le territoire français.
Et on voit que des pays comme l'Allemagne, qui sont des pays beaucoup plus décentralisés, où les différents lenders ont chacun pris des décisions très, très différentes. Je rappelle que le Land de Brême, par exemple, n'a jamais interdit les manifestations publiques, même au plus fort de la crise. On voit que quelque part, la situation a été mieux gérée. Ce n'est pas juste l'effet du fédéralisme, je ne dis pas ça, mais on sent bien aujourd'hui, notamment quand on voit des présidents de région qui prennent l'initiative de commander eux-mêmes des masques et quelque part de pallier eux-mêmes les carences de l'État, on sent bien qu'il va y avoir besoin de décentralisation très, très fort. La grande question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour quelque part retrouver ce sens du local tout en maintenant un haut niveau d'échange qui me paraît absolument essentiel, notamment pour favoriser la coopération internationale. Le risque, évidemment, ce serait une sorte de bunkérisation des choses où les gens se claquemurent les uns chez les autres en communauté autarcique, se tiennent à distance des autres communautés, donc pratiquent une sorte de distanciation politique Physique, et économique. En quelque sorte, le risque, ce serait que nous appliquions de façon permanente les gestes barrières à grande échelle. Et si nous faisons ça, à ce moment-là, nous appliquerons à la fois le projet politique des nationalistes et le projet politique des survivalistes. Et je crois qu'il y a un vrai risque, effectivement, que les deux se rejoignent et que les deux narratifs se renforcent terriblement, ce qui leur donnerait une très, très grande force. Et donc, le grand défi, je crois, c'est comment revenir au local tout en restant ouvert. En d'autres termes, comment faire en sorte que les niveaux de pouvoir qui soient pertinents à l'avenir soient de plus en plus le niveau local et le niveau global, ce qui impliquera sans doute que le niveau national sera de moins en moins pertinent. Super, merci beaucoup. Et du coup, c'est quand tu parles de narratifs radicaux, violents, assez détestables, en miroir, un narratif positif et souhaitable pour demain, ce serait quoi? Je dirais qu'un narratif positif, ça serait d'abord l'idée que nous soyons moins dépendants de l'étranger pour un certain nombre de produits essentiels, qu'ils soient alimentaires, sanitaires, etc. Et que donc nous ayons en quelque sorte les moyens de choisir l'étranger plutôt que de subir l'étranger. C'est l'idée d'avoir, je dirais, une ouverture que nous choisirions plutôt que quelque part une dépendance à laquelle nous serions contraints. Ça serait pour moi un modèle relativement idéal. Ça impliquera, je crois, que nous soyons beaucoup moins obnubilés par le niveau national comme nous sommes aujourd'hui. Les gens ont déjà les yeux sur l'élection présidentielle de 2022 comme si c'était la seule qui comptait. On voit bien dans les pages des journaux, on commence par la politique nationale et puis la nationale et locale passe ensuite. À l'inverse, je crois que ça devra changer. D'accord. Et nous, alors, en tant qu'individus, alors groupés ou pas regroupés, première question, c'est comment on fait pour infléchir cette politique? C'est quoi notre capacité? Est-ce qu'il faut une sixième république? Est-ce qu'il faut, comme le disaient Loïc Blondiot et Mathilde Dimmer la dernière fois, plus de participation, de nouveaux outils? Qu'est-ce que tu souhaites? Je dirais qu'il faut que les gens se réapproprient les choix collectifs. Aujourd'hui, et travaillant plus spécifiquement sur le climat, j'ai de plus en plus l'impression que les gens se sentent dépassés par ces choix collectifs et disent c'est le gouvernement qui décide, c'est les multinationales qui décident, je n'ai plus mon mot à lire là-dedans, ce qui crée une vraie crise démocratique qui est une crise de la représentativité. Au fond, qui nous représente, qui est légitime à nous représenter, raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens qui réclament d'autres formes de démocratie directe parce qu'ils ne se sentent plus représentés par les représentants qu'ils ont élus. Je pense qu'on ne pourra pas lutter efficacement contre le changement climatique si on ne résout pas aussi cette crise de la démocratie, cette crise de la représentation. Et donc, qu'est-ce que ça implique concrètement pour les gens? Je dirais, ça implique qu'ils retrouvent leur capacité de choix dans les décisions collectives et qu'ils se rendent compte qu'ensemble, et pas seulement individuellement, ils peuvent faire des choses. Pour le climat, on a beaucoup imaginé que la solution viendrait de l'addition d'actions individuelles et que quelque part, si tout le monde adoptait un mode de vie vertueux, c'est un peu le cas là. Et quelque part, c'est aussi le risque en se disant qu'il faut adopter les gestes barrières du coronavirus, les adopter contre le climat. Pour le coronavirus, on demande à chacun
de faire un effort. On ne nous demande pas de faire un effort collectif ensemble, on demande à chacun de se laver les mains, de respecter une distance de sécurité, de rester chez soi et blablabla. Sur le changement climatique, comme sur l'immigration, il va falloir que nous fassions des choses ensemble et pas seulement les uns à côté des autres. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Et comme je dis, c'est le risque des mesures de confinement, c'est que nous aurons besoin de faire exactement l'inverse. Pour lutter contre le changement climatique, nous aurons besoin de davantage de coopération et notamment besoin de davantage de coopération internationale. Ça veut dire quand même qu'au niveau individuel, on peut quand même agir. Tu cites souvent l'exemple Bien sûr, des investissements dans la on peut finance, agir, des choses mais comme ça. agir comme citoyen et pas seulement comme consommateur. Mm. Le citoyen, c'est celui qui fait partie d'un ensemble et qui, quelque part, a une capacité d'action collective. Le consommateur, c'est plus une addition d'actions individuelles. Mm. Je pense, par exemple, très fort, quelque chose qui me frappe pour le moment, c'est qu'on a vu hier les prix des contrats de mai sur le pétrole américain qui passait en négatif à moins 37 dollars et c'était une sorte de choc De choc, ouais. symbolique, psychologique et culturel très fort. On n'imaginait pas que ça pouvait passer sous zéro, même si c'est surtout un effet de spéculation financière. Mais ça veut dire que toute une série de biens comme le pétrole, quelque part, deviennent accessibles beaucoup plus facilement à des organisations environnementales, par exemple. On pourrait tout à fait imaginer que Acheter des groupes des actions. environnementaux, que Greenpeace achète du pétrole et décide de remettre le pétrole sous terre, par exemple. C'est typiquement une action collective qui est envisageable aujourd'hui. Alors, Faut beaucoup de moyens quand même. stratégie, ça serait le plus intelligent et si c'est là où Greenpeace aurait le plus intérêt à mettre son argent, mais ça veut dire que quelque part, la crise, je crois, rebat les cartes d'une série de choses et quelque part nous permet d'envisager d'autres modes d'action que ceux que nous avions imaginés avant la crise. D'accord. Donc, allez François, donc tu restes quand même un peu optimiste sur la possibilité de faire que cette crise Il y a tout à suscite fait quelque cette chose. possibilité. Bien sûr, on est aujourd'hui à un Voilà. moment de bascule où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Simplement, ce qui me tracasse, moi, c'est que ceux qui veulent le faire basculer vers l'arrière, vers le passé, sont très puissants et très organisés. Ceux Très qui riche. veulent par contre le projeter vers l'avant ne le sont pas encore suffisamment et ne sont pas encore suffisamment influents. D'accord. Donc, nécessité aussi pour inviter ce récit et faire basculer les choses, de nous regrouper, nous qui essayons de construire un avenir un peu différent du passé. Et une nécessité aussi de ne pas voir uniquement des médecins dans les médias. En ce moment. Aujourd'hui, on est face à une crise qui dépasse largement le cadre de la crise sanitaire. Et donc, dans quelque part, l'expertise qui doit être convoquée par les gouvernants et par les médias, c'est plus seulement une expertise médicale, virologique ou épidémiologique. Il y a aujourd'hui une expertise sociale, politique et économique qui doit être convoquée aussi. Ceci dit, oui, pour revenir là-dessus, je ne suis pas sûr qu'il y a 2 ou 3 ans, on t'aurait vu autant, Dominique Bourg, Bruno Latour, toi et tous ceux qui, ou Jean Covici, et tous ceux qui portent un discours qui n'est pas orthodoxe. Bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on nous Ça voit progresse. davantage maintenant qu'avant? Simplement parce qu'il y a eu un effet de bascule dans l'opinion depuis 2 ou 3 ans, et je dirais largement sous l'effet des mouvements de jeunes et des activistes pour le climat. Moi, je suis toujours un peu désolé quand j'entends les jeunes qui disent « Oh, finalement, on n'a rien obtenu, les gouvernements ne nous écoutent pas, etc. » Ce qu'ils ont obtenu, c'est fondamental. C'est un changement de l'opinion publique. C'est le fait que dans les sondages d'opinion, aujourd'hui, le climat est cité comme une des premières préoccupations des citoyens. Ouais. Ça, c'est fondamental dans la manière dont ils ont fait évoluer le discours public, le discours politique, le débat politique, et dans la manière dont ils ont placé la question du climat à l'avant-plan du débat politique, y compris dans les campagnes électorales. Qu'il suffise de regarder la campagne électorale des dernières municipales, et on verra bien que c'était un peu à quel candidat était plus vert que l'autre. D'accord. Petite question qui me vient de Matchka, si j'ai bien noté, qui est assez amusante, enfin triste en même temps, mais amusante, qui nous dit finalement quelle cohérence pour l'Europe entre le Green New Deal, bon, même s'il n'est pas vraiment entériné et développé aujourd'hui, et le contrat qui est confié à BlackRock. Je pense que tu as vu ça. BlackRock Oui, a fait plein d'effets d'annonce depuis 2-3 ans. c'est une sorte d'aberration que j'avoue, j'ai pas bien comprise. Alors, le problème, c'est que ces contrats sont attribués sur la base d'appels d'offres et que donc différentes compagnies rendent un appel d'offres et que c'est au final celui qui est le plus compétent et le plus compétitif
qu'il emporte. Et donc, j'ai aucun doute quant au fait que BlackRock ait sans doute rendu la proposition potentiellement la moins chère ou la plus compétitive par rapport aux concurrents. Le problème, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts manifeste et qu'à mon sens, on aurait dû écarter la candidature de BlackRock. Je ne dis pas que tout le monde chez BlackRock est méchant, etc. Mais par contre, il y a un conflit d'intérêts évident s'il s'agit de recommander et de faire des recommandations sur la prise en compte de la dimension environnementale dans le secteur bancaire et financier. Là, il me semble qu'il y a un conflit d'intérêts évident eu égard aux actifs que possède BlackRock dans de très nombreuses compagnies pétrolières, gazières ou plus généralement fossiles. On va commencer à prendre les questions. J'espère qu'on pourra corriger ça rapidement. Cela dit, ce n'est pas non plus le contrat du siècle. Non, mais c'est symboliquement dérangeant. Des recommandations, c'est un peu une aberration a fortiori dans la période actuelle. Ouais, on va commencer à prendre les questions des auditeurs. Donc, c'est super simple. Si vous voulez poser une question, vous appuyez sur la petite main, enfin, vous levez la main et puis vous pourrez, on vous donnera la parole directement. Donc, voilà, je vois que les premières mains se lèvent. En attendant de donner la parole à Philippe, question courte pour toi. Tu parlais de la nécessité de se relier pour faire que des actions, pour qu'on fasse masse en fait. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Des pétitions, des plateformes en ligne pour donner nos idées, la Convention citoyenne pour le climat. Quelle est la bonne… Comment y arriver en fait? Qu'est-ce que tu conseilles à tous ceux qui nous suivent chez Engage et qui veulent se réunir pour faire des choses intelligentes et avoir de l'impact et du poids? Oui, je dirais d'abord, c'est Engage Call ou toute une série, tous les webinaires, et il y en a quelques-uns, effectivement, en ce moment, je pense, sont importants. Une grande difficulté, me semble-t-il, c'est que quelque part, on est limité un peu pratiquement pour s'organiser, pour se voir, pour faire masse et pour faire des réunions ou même pour manifester. Donc, j'aurais tendance à dire que potentiellement, la manière peut-être la plus efficace de le faire, je dirais, c'est d'écrire à ces députés et quelque part de faire sentir via toute une série de mobilisations en ligne, que ça puisse être des pétitions, des appels, des manifestes, etc., que nous ne sommes pas d'accord. Et puis, je pense qu'il y a une vraie responsabilité que doivent prendre les organisations écologistes et les organisations environnementales. Je suis désolé de le dire, mais je trouve qu'on les entend beaucoup, beaucoup moins que les syndicats et les organisations patronales dans le débat actuel. Et donc, ma question, c'est quelles propositions est-ce qu'elles peuvent mettre sur la table? Bien sûr, il y a plein de citoyens et on le sent bien, et j'imagine beaucoup de participants à cet appel ou qui participent à d'autres types d'initiatives un peu partout en France ou en Europe. Mais j'ai l'impression que pour le moment, les grandes absentes du débat, ce sont les organisations environnementales. Et donc, avant même d'écrire à votre député, j'ai envie de vous dire, appelez Greenpeace, appelez AFNH et dites-leur, qu'est-ce que vous faites les gars? On ne vous entend nulle part dans ce débat. On voit les médecins qui défilent sur tous les plateaux de télévision à longueur de journée. On voit toute une série de responsables économiques qui crient au secours, et on peut les comprendre, qui défendent leurs intérêts. Mais il y a aujourd'hui un besoin de la société civile organisée aussi sur le plan environnemental et écologique. Ok, on va écrire à FNH, c'est un de nos partenaires, la Fondation Nicolas Hulot, et je sais qu'ils sont aussi très combattants sur ces questions. Je prends la parole de Philippe. Une question courte, Philippe, pour François. Philippe, la parole est à toi. Une question hyper courte. Tu as décrit de façon extrêmement précise, importante, le basculement à tout niveau qu'introduit cette crise. Cela étant, tu es un spécialiste des conséquences humaines du changement climatique. Peut-être que tous les participants n'en ont pas une conscience. Est-ce que tu pourrais rapidement nous indiquer l'énormité des conséquences du changement climatique, les conséquences humaines? Bien sûr. Je crois que quelque part, la vertu pédagogique, si je peux m'exprimer ainsi, de cette crise, c'est qu'elle permet à chacun de réaliser à la fois l'impact de nos activités sur l'environnement et les risques que la dégradation de l'environnement nous fait courir directement. Là, je dirais qu'après ceci, plus personne ne pourra ignorer les conséquences sanitaires de la perte de la biodiversité. Alors que la question de la biodiversité restait largement conceptualisée comme une question avant tout pour les écosystèmes, comme une affaire de petites bêtes et d'animaux. Et là, d'un coup, les gens réalisent qu'il y a un impact sanitaire très, très profond, puisque
3/4 des maladies infectieuses émergentes chez l'homme sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui lui sont transmises par des animaux et en particulier des animaux sauvages. Pour le climat, on sait qu'il y a un impact sanitaire également énorme, à la fois parce que le degré de chaleur et d'humidité va avoir un impact très important sur le développement de toute une série de maladies infectieuses comme la malaria, la dengue ou le chikungunya. Il y a une épidémie de dengue pour le moment en Amérique du Sud, par exemple. On sait aussi que potentiellement la fonte du pergélisol, c'est-à-dire la couche du sous-sol qui est gelée en permanence en Sibérie, en Arctique et au Canada, contient un grand nombre de bactéries, de virus qui nous sont encore inconnus et qui seraient relâchés dans la nature si ce pergélisol fondait. Et donc, on sait que le changement climatique a des conséquences sanitaires tout à fait importantes, a des conséquences tout à fait importantes sur les migrations, a des conséquences importantes sur les questions de sécurité, de développement, d'agriculture, et que donc, en quelque sorte, tous les grands défis que nous devrons affronter au XXIe siècle sont quelque part transfigurés par la question écologique et que nous ne pouvons pas prétendre affronter aucun de ces grands défis si nous ne les traitons pas aussi par le prisme de la dégradation de l'environnement, qu'il s'agisse de biodiversité ou de changement climatique ou d'autres types de pollution. On a vu que de nouvelles études suggèrent que la transmission du virus pourrait avoir été accélérée par la pollution atmosphérique, ce qui expliquerait que les régions les plus touchées soient des régions très industrielles et qu'à l'inverse, des régions moins industrielles, notamment en Afrique, soient moins touchées. Ok, merci. N'hésitez pas à poser vos questions en direct en levant la main. Là, je ne vois pas les questions que vous les posez dans le chat, donc je vais les prendre. Je prends une question, par exemple, de joli prénom, Kelly Docci. Quelle est votre opinion, François Gemène, sur la désobéissance civile? C'est vrai que c'est assez tentant de dire si le gouvernement n'applique rien directement à court terme, c'est une autre question qui nous avait été posée, je ne sais plus par qui, mais il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on désobéit? Est-ce que c'est un moyen d'action qui est choquant, insupportable? Est-ce qu'on peut y aller? Je dirais la désobéissance civile me paraît importante, comme les grèves, comme la manifestation, c'est-à-dire comme tous les outils de protestation sociale appliqués à la cause environnementale. La question environnementale est aujourd'hui une vraie question sociale et donc il me paraît important que les instruments de mobilisation de la cause environnementale soient les mêmes que pour la cause sociale et que donc il y ait des grèves, des manifestations et aussi de la désobéissance civile, même si paradoxalement, on a plutôt tendance à réclamer davantage de cadres réglementaires et davantage d'actions des gouvernements. Donc ne nous mettrons pas non plus sur ce qu'on appelle désobéissance civile. Traditionnellement, c'était le refus d'obéir aux lois et aux règlements. Ici, on a plutôt tendance à demander davantage de lois, davantage de règlements, davantage de cadres réglementaires. Ok, merci. Avant de Laura, si tu peux prendre la question de Sylvain qui vient de lever la main. Petite question rapide. Je ne sais pas si c'est rapide. Allez, conséquences de l'effondrement du prix du pétrole. Positif et négatif, les deux. Positif et négatif, je dirais que c'est quelque chose de tellement surprenant, en tout cas dans sa brutalité du plongeon, que quelque part personne n'avait anticipé cela et personne n'avait potentiellement prévu les conséquences que ça allait avoir. Et j'ai envie de dire que c'est des conséquences qui vont partir un peu dans tous les sens véritablement. D'abord, le très faible prix du pétrole va sans doute amener la faillite d'un très grand nombre d'opérateurs et d'industries. Je pense particulièrement à l'industrie du pétrole de sable bitumineux. C'est une bonne nouvelle, ça, peut-être. Le pétrole de schiste, ça va être compliqué aussi. Donc, il va y avoir un très grand nombre de faillites. Il va y avoir un pétrole qui va sans doute rester assez bas, ce qui potentiellement risque aussi paradoxalement de favoriser certaines industries et certaines entreprises à base d'énergie fossile et de les rendre plus concurrentielles que leur alternative en matière d'énergie renouvelable. Donc, je dirais que ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour le développement des énergies renouvelables. On sait que le prix du pétrole très très haut avait été un véritable boost au début des années 2000 pour les énergies renouvelables. Et puis, il va y avoir des conséquences géopolitiques tout à fait importantes. Que vont devenir les finances de pays comme l'Algérie ou le Venezuela à la suite de cet effondrement des cours? Il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de pays, y compris de pays émergents ou en développement, dépendent énormément de la rente pétrolière. Je pense aussi à un pays comme l'Équateur, par exemple. Quelle va être l'influence géopolitique future de l'Arabie saoudite si finalement
l'Arabie Saoudite devient un désert dont le sous-sol n'a quasiment plus aucune valeur. Vraiment, il y a toute une série de cartes qui peuvent être complètement rebattues et je dirais dans tous les sens. Allez, prenons vite la question de Sylvain. Merci François. Sylvain, on t'écoute, si je peux me permettre de tutoyer. En fait, c'est une réaction par rapport à ce que j'ai entendu hier à France Culture. Il y avait dans les matins de France Culture, il y avait une partie qui se demandait, voilà, est-ce que les Français allaient reconsommer, en fait, allaient compenser la consommation qu'ils font pas, ils font de l'épargne en ce moment parce qu'ils consomment moins, et allaient reconsommer leur épargne plus tard, quoi. Et je trouve que ça interpelle un peu parce que en fait, ça fait penser que on est toujours dans la même dynamique de consommation et finalement, il faut la consommation pour maintenir notre système économique, justement, pour pas qu'il y ait trop de chômage, pour pas qu'il y ait trop de faillites, etc. Et ce que je me disais, c'est que c'est quand même fou que finalement, on n'ait pas trouvé la solution à ce problème. On pourrait probablement travailler moins, essayer d'aller vers plus de soutenabilité. Ta question, du coup, c'est est-ce qu'on va vers un changement de modèle? Comment le faciliter? Voilà, mais comment changer de modèle? Parce qu'apparemment, on n'est pas parti. On a compris. Attends, je laisse François parce qu'il y a plein de questions. Sinon, on ne pourra pas entendre les autres. Merci beaucoup, Sylvain. Il y a deux aspects. Il y a d'abord la première partie de la question qui porte sur la question de l'effet rebond. En d'autres termes, est-ce que les émissions vont rebondir une fois qu'on sera sorti de la crise et du confinement? La réponse, c'est oui. Il y a toute une série d'émissions qui vont rebondir à cause d'un phénomène qu'on appelle la pollution de rétention. En quelque sorte, il va y avoir un effet de rattrapage qui va se produire. La grande question, ça sera de savoir est-ce que ce rebond sera supérieur au niveau qu'il avait avant la crise. Après la crise économique et financière de 2008-2009, les émissions avaient bondi de quasiment 6% en 2010, donc le rebond avait été beaucoup plus haut que son niveau antérieur. Ou est-ce qu'au contraire, on va aller vers une récession de longue durée qui fera que le rebond sera inférieur à son niveau antérieur et que quelque part, l'année 2019 aura marqué le pic des émissions de gaz à effet de serre. Ça, pour le moment, c'est la grande inconnue. Ça va dépendre un peu de l'état de l'économie au sortir du confinement. La question maintenant du changement de modèle, c'est compliqué. Et là, je dirais qu'il faut ne pas nous leurrer non plus. Les gens qui participent à Skoll ou à d'autres, effectivement, sont en train de réfléchir au monde d'après et d'envisager. Mais n'oublions pas que pour beaucoup de gens, l'aspiration première, ça va être de revenir au monde d'avant, de retrouver leur travail, de retrouver leur commerce, de retrouver leurs collègues, parfois tout simplement de retrouver du travail. Et donc, quelque part, notre capacité de réfléchir à l'après, c'est aussi, il faut le dire, un luxe de privilégiés. La plupart des gens confinés n'ont pas cette possibilité, n'ont pas ce luxe. Et pour eux, la première aspiration, et c'est très compréhensible, ça sera de revenir au monde d'avant, à ce qu'ils connaissaient avant. Et donc, notre défi collectif, en réfléchissant au monde d'après, c'est de le rendre désirable pour ceux dont la première aspiration, c'est de retrouver leur monde d'avant. Ok, donc le nouveau récit. Et ce n'est pas des salauds parce qu'ils veulent retrouver leur monde d'avant, c'est juste des gens qui n'ont pas la possibilité, parfois matérielle, de réfléchir à ce monde d'après et qui sont inquiets par rapport à ce qui va suivre. Ok, donc sortons aussi, c'est un message de l'entre-soi. Ça, c'est très important. Et réalisons que l'aspiration première de beaucoup, ça sera de retrouver leur vie d'avant. Ok. Caroline Gervais veut nous poser une question. Caroline, on t'ouvre le micro. Voilà, Laura t'ouvre le micro. Hop. Caroline, te voilà. On t'écoute. Question courte. Oui, j'ai une question très très courte. Je me demandais si François Gemène avait vu l'interview au Financial Times de notre président Macron jeudi dernier et ce qu'il en déduisait, parce que moi, j'ai entendu quelqu'un qui était en train de passer à un leadership adapté à la complexité. Et j'étais très curieuse, ça m'a beaucoup intriguée et je voulais savoir si c'était un effet de communication ou peut-être quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer. Toi qui as dit avec Emmanuel hier. Le lecteur du Financial Times avait envie d'entendre ce qu'il a dit. C'est vrai. Tout d'abord, je voudrais dire à tout le monde que la lecture du Financial Times n'a jamais été aussi intéressante qu'en cette période. Et on sent que pour un organe de presse qui s'était fait longtemps le chantre du néolibéralisme, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, y compris dans la mentalité du Financial Times, qui maintenant recommande la mise en place d'un impôt sur la fortune. Qui aurait imaginé lire ça un jour dans les colonnes du Financial Times? Il se guardianise, c'est ça? Il se guardianise en quelque sorte. Maintenant, sur le président Macron, effectivement, je dirais que le président est intriguant en ce moment, où une série de discours, d'interventions, y compris dans la presse,
laisse accroître l'idée qu'il envisage un changement de modèle, un changement de logiciel, que cette crise l'ait profondément touché et bouleversé et était en quelque sorte un moment un peu révélateur pour lui. Est-ce que c'est juste un effet de communication ou est-ce qu'il y aura au sortir de la crise la volonté de quelque part rebattre les cartes, ce qui pourrait aussi, je crois, d'une certaine manière, sauver son quinquennat? Ça vraiment, c'est difficile à dire. J'ai tendance à dire que malheureusement, de l'expérience du début du quinquennat, on a été beaucoup habitué à des effets de manche et à des effets de communication. Mais je dis, cette crise renverse tellement tous les dogmes habituels et rebat tellement complètement les cartes que je ne voudrais plus jurer de rien aujourd'hui. Oui, il y a un point, c'est quand même de dire que les grandes sociétés ou entreprises vont avoir du mal à relancer leur système comme avant pour des questions de pression réglementaire, de pression des financiers, de pression de leurs salariés, de pression des consommateurs. Donc, il y a quand même un écosystème qui bouge, non? Il y a un écosystème qui bouge. Je pense que beaucoup d'entreprises, quelque part, remettent un peu en cause aussi leur business model. Et je dirais, quelque part, la chance que nous avons, c'est que les entreprises vont peut-être avoir la possibilité de desserrer un peu l'étau de leurs actionnaires. Les actionnaires, à l'heure actuelle, ne peuvent plus espérer véritablement de plus-value sur leurs actions avant plusieurs mois, sinon plusieurs années. Ils savent qu'ils ne percevront pas de dividendes cette année, ni peut-être même l'année d'après. Ce qui donne peut-être un peu plus de marge de manœuvre, quelque part, aux dirigeants des entreprises et que, quelque part, ils ont réussi à obtenir un peu plus de brides relâchées de la part des actionnaires. Ok. On posera la question à Fabrice Bonifay qui se bat en interne, comme d'autres, pour faire bouger les choses. Je crois que ça va dépendre aussi beaucoup des secteurs et beaucoup des entreprises. Mais je pense que certains dirigeants, quelque part, se disent qu'il faut absolument qu'ils rendent leur entreprise plus résiliente et donc moins vulnérable à ce type de crise qui, malheureusement, risque de se produire de plus en plus souvent dans le futur, y compris potentiellement dès l'automne, s'il y a une deuxième vague de coronavirus. J'espère pas. Allez, soyons positifs. On espère que non, mais il faut aujourd'hui… C'est-à-dire que ce qui était… Prévoir en tout cas, ça c'est sûr. Cette crise, c'est ce qu'on appelle en prospective un signe noir, c'est-à-dire un événement qui a très très peu de chances de se produire, mais lorsqu'il se produit, qui a des conséquences absolument dramatiques. Il est certain que ce qu'on considérait jadis comme des signes noirs, c'est-à-dire des événements dont la probabilité de survenance était très très rare, vont devenir de plus en plus fréquents à l'avenir. Et ça va impliquer, je crois, pour pas mal d'entreprises, de revoir un peu le logiciel de leur business model. Absolument. On prend la question de Solène, Laura, de Solène Dargaud, avec qui on organise la fresque du climat du 7 mai. Voilà, superbe outil ludique pour mieux comprendre le climat. Qui a parfaitement réussi à s'adapter à la crise. Ah oui, ça c'est le passage au numérique. Alors Solène, ta question pour François. Bonjour, j'avais une question sur, et je n'ai pas de réponse, hein, c'est pour ça que je la pose. Comment est-ce qu'on peut concilier la récession qui est nécessaire et globalement inévitable de par le coronavirus, mais bientôt la crise écologique et l'accueil de très nombreux réfugiés climatiques? Surtout si les frontières sont fermées, ça va être compliqué, effectivement. François. Merci Solène. Et effectivement, on sait aujourd'hui que les dégradations de l'environnement, à commencer par le changement climatique, sont un facteur de plus en plus important et un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde, et qu'il y a un lien entre l'asile en Europe et les dégradations de l'environnement, notamment en Afrique subsaharienne. Simplement, on les considère comme migrants économiques une fois qu'ils arrivent en Europe, mais la réalité, c'est qu'en Afrique subsaharienne, l'économie et l'environnement, c'est souvent la même chose, puisque les ressources économiques des ménages dépendent directement des conditions environnementales et de l'agriculture de subsistance. Ceci pour dire qu'effectivement, il va y avoir un défi pour l'Europe qui va être un défi aussi d'accueil de populations immigrées. Comment combiner ça avec la récession? J'aurais tendance à dire en considérant cela comme un investissement et en considérant quelque part que ces migrations peuvent être aussi un moteur économique dans une économie qui sera une économie, à mon sens, de plus en plus tertiaire, de plus en plus fondée sur les services et notamment fondée sur les services du soin aux personnes avec le vieillissement des populations européennes. Il y aura de plus en plus besoin de travailleurs dans ces secteurs et on sait que ce sont des secteurs où travaillent beaucoup de personnes d'origine immigrée. Si on prend la question de l'Angleterre, qui est un des pays européens
peut-on encore le qualifier de pays européen? C'est un autre débat. Qui a accueilli ces dernières années le plus d'immigrés. On sait par exemple dans le service national de santé, le NHS, une majorité des infirmiers et infirmières et une proportion tout à fait importante des médecins sont d'origine immigrée. Les 10 premiers médecins en Angleterre qui sont morts du coronavirus étaient tous des médecins immigrés. Merci François pour cette réponse. Question qui revient assez souvent concernant la dette. On en fait quoi de notre dette, de la dette qu'on est en train de créer, qui va porter sur les générations futures, pardon, je vais y arriver, de la dette des pays les plus pauvres qu'on a commencé à étaler, à reporter. Est-ce qu'on peut annuler tout ça? Comment on va gérer cette question de la dette maintenant et dans l'avenir? Honnêtement, je n'ai pas de réponse tout à fait précise à la question. Je sais, c'est une certitude, ça va être une des questions les plus épineuses. C'est une question de Mathieu. On a entendu, je vais commencer par la dette vis-à-vis des pays en développement. On a entendu le président Macron qui demandait l'annulation de la dette des pays africains. C'est un geste bienvenu et généreux, mais n'oublions pas que l'essentiel de la dette des pays africains, elle n'est plus détenue en Europe, elle est détenue en Chine. Et je ne vois pas aujourd'hui de la part de Pékin de volonté d'annuler la dette des pays africains. Et donc, même si on l'annule depuis l'Europe, les pays africains vont rester très endettés. Et nous allons aussi nous-mêmes être très, très endettés puisqu'il va falloir concrètement faire tourner la planche à billets pour réinjecter des milliards dans l'économie. Et donc, moi, mon inquiétude, et on revient un peu à ce qu'on disait au début, elle est pour la jeune génération qui va subir à la fois les impacts du changement climatique, potentiellement la récession et le chômage de masse qui vont être amenés par le confinement et qui risquent en plus d'avoir la charge de la dette. Donc, il va falloir voir comment, à mon sens, on va pouvoir remettre les compteurs à zéro d'une certaine manière. Je dirais peut-être la chance que nous avons dans cette crise, c'est que l'ensemble des pays sont touchés. En tout cas, l'ensemble des pays créanciers sont touchés. Et donc, c'est peut-être aussi l'opportunité de remettre les compteurs à zéro. Il faudra voir, là encore, quelle sera la force des gouvernements par rapport à toute une série de forces contraires qui ne voudront pas de cette remise à zéro. Merci. Mais ça sera vraiment une question compliquée et vraiment, je n'ai pas de réponse définitive à ça. Levez la main si vous voulez poser des questions en direct, sinon je les lis, mais elles sont, je m'en fais le porte-parole. Question de BR, je ne sais pas si c'est Bruno ou pas. Bruno Retailleau. Ah, peut-être, voilà. Quels sont les critères, c'est le dirigeant de l'UMP à l'Assemblée nationale, je pense que c'est une blague. Quels sont les critères pour différencier le greenwashing de mesures efficaces pour le climat et la biodiversité? Je dirais peut-être du côté des entreprises, du côté des politiques. Comment tu juges qu'une décision, qu'une mesure est sincère, réelle ou est du greenwashing? Les entreprises qui s'engagent réellement pour l'environnement ou pour le climat vont aussi souhaiter le faire savoir. Je peux le comprendre, c'est des entreprises, c'est pas juste. Et donc, quelque part, il y a un impératif de communication et de publicité. Je ne vois pas forcément de mal à ce qu'une entreprise puisse, quelque part, espérer récolter un bénéfice réputationnel de son engagement en faveur de l'environnement. Une valeur éducative pour les autres aussi, à la limite. Le problème, c'est effectivement celle qui essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire celle qui essaie d'avoir le bénéfice réputationnel sans véritablement transformer leur outil de production. Je dirais que la manière de distinguer le greenwashing des actions sincères, c'est de mesurer le degré de résistance qu'il y a eu au sein de l'entreprise avant de s'engager dans cette voie. S'il y a eu un degré de résistance très très fort, ça veut dire que quelque part on bouscule l'ordre établi, qu'on va à l'encontre de certains intérêts à court terme. Et donc, s'il y a eu une sorte de bataille au sein de l'entreprise pour définir cette politique, ça veut dire qu'elle est sans doute sincère. Si par contre, la politique et le changement a fait l'unanimité dans l'entreprise, a été très consensuel, ça veut dire que c'est vraisemblablement du greenwashing. D'accord. D'où l'importance de soutenir au sein des entreprises ceux qui veulent être acteurs de changement dans leur entreprise, dans leur comité de direction. Oui, trouver les alliés, les petits corrupteurs de l'intérieur qui vont porter le changement. Effectivement, sinon il ne se passe pas grand-chose. Petite question. Il y a une question de Michelet, Laura, et ce sera la dernière qu'on prendra. Michelet, est-ce que c'est Olivier Michelet ou pas? Je ne sais pas. Oui, Petite oui, question. oui.
Allez, question rapide. On est presque Vous à la fin. m'entendez? On vous entend. Bonsoir, merci beaucoup de ce tour d'horizon extrêmement riche, dense. Une idée que vous avez émise qui m'a frappé, c'est celle qui disait qu'une des leçons positives de la crise actuelle, c'est le fait qu'on a, au nom de l'objectif de sauver des vies, usé de radicalité sur le plan de la prise de décision politique. Je voulais relancer là-dessus parce que est-ce que c'est vraiment de la radicalité ou est-ce que c'est simplement, et je ne veux pas polémiquer du tout, mais je ne sais pas, de la compétence ou de l'hésitation ou du manque de préparation. Bref, ce n'est pas le point que je veux souligner. Mais est-ce que finalement, si on veut, et ce n'est pas mon objectif d'être négatif, mais est-ce que ce n'est pas plus la peur qui finalement est la motivation essentielle de ce qu'on vit aujourd'hui? Et la conclusion que j'en tire, ou la question que je vous formule, c'est est-ce que finalement la peur n'est pas le moteur le plus efficace, en tout cas à court terme? Et est-ce que ce n'est pas ça? Alors, je sais bien que c'est un tabou de se dire que les problématiques environnementales ne doivent surtout pas être articulées, plaidées, argumentées au nom de la peur. Néanmoins, c'est la question quand même que je vous pose. François, question du récit presque. Tout à fait. Question très, très importante. Et je suis content qu'on termine par celle-là. Parce qu'effectivement, si on était capable de mettre en place ce type de mesures, c'est parce qu'on craignait face à un danger imminent. Et le coronavirus nous apparaissait comme très proche, comme risquant de nous menacer nous-mêmes. Et s'il y avait des célébrités, des chefs d'État qui étaient touchés, c'est que finalement, personne n'était à l'abri. Et à l'inverse, le changement climatique nous paraît encore très lointain, distant, et surtout nous paraît comme quelque chose qui va affecter les autres avant de nous arriver à nous-mêmes. Personne n'imagine que Tom Hanks ou Albert de Monaco ou Boris Johnson comptent parmi les premières victimes et les victimes les plus connues du changement climatique. Et donc, effectivement, la grosse question, c'est de se dire, tiens, quels sont les arguments en termes de narratif, en termes de communication, qui feraient que le changement climatique nous apparaisse comme davantage présent et nous apparaissent comme un danger et comme une menace que nous devrions affronter. Et je pense qu'une des leçons aussi de cette crise, c'est la nécessité de mettre davantage en avant les risques sanitaires qui sont liés au changement climatique. On voit bien que cet argument de la santé est extrêmement puissant pour les gens. Est-ce qu'il faut jouer sur la peur ou sur d'autres ressorts? J'ai envie de dire qu'il y a une grande source d'inspiration à trouver, à mon sens, dans les campagnes de prévention de santé publique, notamment par rapport à certaines maladies. Je pense en particulier au VIH-Sida. On a fait énormément de tests sur des panels de consommateurs, etc., pour savoir ce qui marchait le mieux. Est-ce qu'il fallait insister sur quelque part la peur d'attraper soi-même le virus? Est-ce qu'il fallait insister sur le respect du partenaire, etc. Et en fait, on a vu que dans différents contextes, par rapport à différents segments de la population, c'était différentes stratégies qui pouvaient marcher. Je pense qu'on aurait vraiment intérêt, effectivement, à s'inspirer bien davantage en matière de communication sur le climat des campagnes de santé publique qui ont parfois été très, très efficaces. On le voit avec le coronavirus. Je pense que les gens vont beaucoup plus se laver les mains, même une fois qu'on sera sorti du confinement. On voit, comme avec le VIH-Sida, comme le port des préservatifs est quelque chose qui est entré très fort dans la culture désormais et c'est installé pour de bon. Merci François, merci Olivier pour ta question. Je termine avec la question un peu rituelle. Je sais que la question d'Olivier a suscité plein de débats parce que d'autres qui disent non, au contraire, il ne faut pas manager par la peur, il faut aller vers l'envie, vers le récit. Et donc vers cette question, tes futurs désirables, c'est quoi? Donc quel type de société tu as envie de vivre, François? Olivier, si tu peux couper, hop, voilà, ou Laura. On t'écoute, François. J'ai envie de vivre dans la société qui soit l'exact contraire de celle dans laquelle nous sommes confinés pour le moment. Et je dirais que pour moi, je dirais l'état actuel dans lequel nous sommes, de limitation des échanges, de fermeture des frontières, de distanciation sociale, de gens qui sont claquemurés les uns chez les autres, de gens qui quelque part ne peuvent plus faire de vraies réunions et
et ne fonctionne plus qu'en télétravail ou en visioconférence, ça représente quelque part, et je m'en rends compte au fil du confinement, ça représente l'exact opposé de la société dans laquelle je voudrais vivre. Et donc, j'espère que quelque part, nous pourrons utiliser cette crise comme une sorte de choc, quelque part, pour aller vers quelque chose de plus désirable. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a une idée assez claire en termes de changement climatique de la société qu'on ne veut pas, d'un monde ravagé par les impacts du changement climatique ou par les pandémies, et qu'on voit très bien à quoi ça pourrait ressembler. On n'a pas encore vraiment de vision très claire du monde vers lequel on voudrait aller, et cette vision n'est pas partagée par tous, et je pense que c'est sans doute le grand défi démocratique du XXIe siècle. Merci beaucoup, François. Il nous reste évidemment à te remercier infiniment pour la qualité de l'échange et pour toute la richesse de ta connaissance autour de ces sujets multiples. Et on s'aperçoit qu'ils font tous lien. Peut-être qu'on va vous partager le lien pour le prochain J'engage Call qui se tiendront donc mardi prochain à 18h avec Virginie Resson. Vous pourrez avant nous envoyer toutes les questions que vous souhaitez lui poser. Ça te permettra, moi, d'orienter la façon dont j'animerai le débat et cette émission. Donc voilà, pardon, Laura va vous partager le lien d'inscription. La prochaine fois, vous aurez aussi la capacité, après l'émission, de faire un temps d'intelligence collective. On mettra tout ça sur une plateforme et on essaiera de progressivement bâtir ensemble, réfléchir et bâtir concrètement ensemble les mesures, la façon dont nous voulons vivre et créer le monde de demain. Et d'ailleurs, par exemple, les idées que tu as évoquées, évidemment, seront partagées et nous permettront de rebondir et de bâtir. Voilà, donc à très bientôt. Merci à tous. C'était passionnant. Merci de vos questions. Merci de votre grande participation et de votre interactivité. Voilà, ça fait chaud au cœur. Et on se retrouve avant, mais en direct, la semaine prochaine. À très, très vite. Bonsoir à tous et bon courage pour les prochaines semaines. Ouais, bon courage à tous. Beaucoup d'amour. Salut.